Donc, pendant des années, tu vis des choses très difficiles que tu ne peux pas exprimer parce que parfois, toi-même, tu ne peux pas te l'exprimer. En terminant, qu'y a-t-il de particulier au Canada avec les Africains expatriés par rapport à peut-être en Afrique? Alors, tu poses la question à plusieurs milliards de dollars. Parce que même le gouvernement canadien essaie d'y répondre. Et moi, j'ai un proche au Canada qui a développé les troubles mentaux. Donc, pour moi, c'est une vraie grosse question. On est en 2019, je suis avocate, j'ai une belle vie, je viens de me marier, j'ai tout ce que je peux dire que j'ai travaillé et que je mérite dans la vie. Mais la vérité, c'est qu'au fond de moi, je suis complètement malheureuse. Pas par ma vie, mais par le fait que ma maman est malade depuis de très longues années. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Bokota Real Talk, votre podcast qui ose toucher aux cordes sensibles de notre société. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée hors pair et de qualité. Mais avant de commencer et de vous la présenter, pour ceux et celles qui nous découvrent aujourd'hui, je me présente. Mon nom, c'est Chia, animatrice et productrice de Bokota TV, une plateforme qui réunit divertissement et édification. Et dans le cadre de mon retour aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne de qualité avec laquelle on va partager autour d'un sujet très important qui nous touche tous et chacun, la santé mentale des Africains en Occident, les Africains expatriés à travers le monde. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo parce que, à mon humble avis, je pense que cet épisode sera très intéressant. Sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Elle s'appelle Charlotte Kouna. À vous, Madame Charlotte. Bienvenue au Studio MP, l'espace créatif où vos idées prennent vie. Vous cherchez un lieu polyvalent? Découvrez nos salles de réception pour vos événements, nos studios podcasts et studios de musique équipés pour des enregistrements professionnels. Nous offrons aussi une aire de jeu pour enfants de 0 à 5 ans, des cours de groupe, des locations de salles et des espaces créatifs uniques. Situés sur le boulevard Tachereau, les studios MP, c'est l'endroit idéal pour créer, partager et célébrer vos moments importants. Réservez dès aujourd'hui au 514-592-0565 ou sur lesstudiosmp.com. Les Studios MP, votre créativité, notre espace. Bonjour Chia, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, je m'appelle Charlotte Kouna, je suis d'origine camerounaise et je vis en France, à Paris plus précisément. J'ai été avocate pendant de longues années, spécialisée dans le financement de projets. J'ai adoré ma carrière à Paris. J'ai eu une belle carrière, ce que je définirais comme une belle carrière. Mais malheureusement, dans ma famille, il y avait des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Et dans les communautés africaines, en fait, nous faisons partie d'une famille africaine à l'africaine, on peut dire, surtout lorsqu'on parle de santé mentale. On avait honte, pas mal. Et on ne savait pas trop comment aborder parce que nous-mêmes, on ne comprenait pas du tout. Donc, en 2019, j'ai dû laisser ma carrière de côté déjà pour entrer au pays où ma maman souffrait de schizophrénie depuis des années. On n'avait jamais adressé la question. J'ai fait un très long séjour pour comprendre, pour la stabiliser. Et j'ai également, malheureusement, eu un frère qui est venu ici au Canada et qui a également eu des troubles mentaux ici, avec la résidence, le travail, les moyens et tout. Et donc, en 2020, après ce parcours où j'ai accompagné mes proches, je me suis vraiment retrouvée avec beaucoup d'informations et beaucoup de douleur de se rendre compte qu'on peut être intellectuel, on peut être cultivé, mais ignorant en même temps. Effectivement. Donc, en 2020, j'ai créé la plateforme Afro Mental Health pour adresser les questions de santé mentale d'abord en Afrique. Et il y a eu beaucoup de retours positifs, vraiment à travers le continent et dans les diasporas. Et donc, progressivement, notre activité a grimpé, il y a eu des demandes, on a organisé pas mal de choses. Au début, on était sur Facebook, maintenant on est sur Facebook. Avec une très grande communauté. Avec une grande communauté aujourd'hui, tout à fait. Et avant de te laisser
continuer, j'aimerais justement, tu viens de la France, nous on est basé au Canada. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui au Canada? Alors, aujourd'hui, j'organise une conférence sur la santé mentale des Africains expatriés le 23 août à Montréal. Oui. Alors, c'est la première édition à l'extérieur, mais c'est la seconde édition parce que la première édition, c'était en octobre 2024 à Paris. Notre activité, essentiellement, depuis 2020, est en ligne. En 2024, je me suis dit, peut-être qu'il serait bien qu'on se voit parce que on touche quand même un sujet où les personnes sont très enfermées sur elles et se sentent très seules. Et donc, le pari que j'ai fait, c'était de me dire que les Africains comprendraient, seraient prêts à payer et à payer le prix qu'on est prêt à payer pour la santé mentale aussi. Et c'est une fierté pour moi de voir que dans notre communauté, la santé mentale n'est pas aussi cachotière ou bien tabou comme on veut le faire croire, parce que notre première édition à Paris était un véritable succès et à Montréal, les retours sont extrêmement positifs. Donc, je suis très contente. Effectivement. Donc, on a très, très hâte à cette conférence qui aura lieu à Montréal le 23 août. D'ailleurs, je vous invite à aller prendre vos billets. Il reste encore, j'imagine, quelques places disponibles. Ça sera une conférence vraiment, vraiment enrichissante et je pense que c'est un sujet qui est très important dans notre communauté. Et tu touches particulièrement à la santé mentale des Africains expatriés en Occident et ça me pousse à te demander quel est ton premier souvenir de tes premiers jours arrivés en Occident? Oh, c'est une très bonne question parce que moi, quand je suis arrivée, je n'avais personne. Alors, je viens d'une famille où on a des moyens financiers et du coup, quand on s'est expatrié, chacun de mes frères, on a choisi nos pays indifféremment. Mon père, la consigne, c'était vous choisissez vos études et le pays et moi, je finance. Et donc, on partait du principe qu'on se cherche, comme on dit au Cameroun, et papa va financer. Donc, j'ai quitté le Cameroun avec de l'argent en poche. On avait trouvé un logement par un canal, comme ci, comme ça. Ça me laissait juste quelques semaines pour arriver et m'installer. Alors, tout de suite, dès que j'arrive, première semaine, on se heurte à la difficulté de logement. En France, il y a ces questions de caution et on se rend compte que venir seul, c'est déjà un frein et une limite en soi. Défi, oui. Là, c'est pas l'argent, en tout cas pas les francs CFA qui comptent. Vous pouvez être aisé en Afrique et totalement personne en Europe. Et donc, j'ai fait de très longues semaines, voire des mois dans les auberges de jeunesse. Oui, parce que tu arrives seule, pas de famille en France, pas de connexion, donc tu te débrouilles et tu pars à la recherche d'un logement, d'un boulot. Exactement. Quel est le sentiment qui t'anime? En fait, dès les premiers jours, je me dis, ça y est, comme beaucoup d'Africains, je suis forte, je peux faire. Et honnêtement, les 2 premiers jours, moi, j'avais déjà un compte en banque. J'avais cette place-là dans une auberge de jeunesse. Donc, c'est un lit, tu vois, c'est hostel. Donc, c'est des endroits, des chambres où il y a plusieurs lits. Et je me dis, ah non, mais moi, je suis forte, je suis débrouillarde, j'ai même pas besoin que papa s'inquiète et tout. Et mon père qui m'appelait tout le temps pour savoir, ça va, oui. Et donc, je suis allée tout de suite à l'université. Donc, il y a une première énergie qui vient du fait que on se dit, comme beaucoup d'Africains, que en sortant de l'Afrique, c'est pas l'Europe qui va nous dépasser, tu vois. Donc, les premières semaines, le souvenir, c'est que j'ai une véritable énergie. Ma première année a été très compliquée et pour dire tout de suite, j'ai commencé dans la ville de Nantes et à ce jour, ça fait près de 16 ans, j'aime pas cette ville, j'aime plus cette ville. Et ça me... plus à Nantes? Nantes, non, je suis en région parisienne depuis de très longues années maintenant, mais je n'ai fait qu'une seule année. C'était ma ville d'entrée, si tu veux. Mais jusqu'à présent, je n'aime plus cette ville parce que j'en garde un souvenir émotionnel très compliqué. Un endroit où j'ai pas été, je me suis pas sentie à ma place. Pas parce que les gens étaient nécessairement mauvais, mais parce que c'était très difficile émotionnellement. Dès les premières semaines, je me retrouvais en train de pleurer dans la rue. Est-ce qu'il y avait un événement particulier qui... Non, pas du tout. Déjà, pour trouver la maison, ça a été très sportif, comme je te disais tout à l'heure. J'ai passé plusieurs semaines, en tout cas plus de semaines que les autres qui venaient dans l'auberge de jeunesse.
Dans cette auberge de jeunesse, il y avait des Espagnols, des Italiennes et tout. Et elle trouvait des logements qu'on appelle logements Crous en France. Ce sont des logements qui sont disponibles pour des étudiants, mais c'est l'État. Il faut souscrire, déposer une candidature et on te les attribue. Et moi, je ne connaissais pas, je viens d'Afrique, tu vois. Il y a beaucoup d'informations. Ça fait partie des choses qui font que les Africains se brisent. On n'a pas accès à l'information. Donc, on arrive avec l'argent, on pense que ça peut payer tout. C'est suffisant. Ça l'est pas du tout. Et donc, tu arrives tout de suite, tu vois des gens qui, eux, ont des situations qu'ils arrivent à résoudre. Et toi, tu te rends compte tout de suite que tu peux pas résoudre tes solutions. Et je me souviens très bien, mon père, un jour, je n'arrêtais pas d'appeler en lui disant « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas ». Mon père, qui est un consultant international, a appelé un ensemble de ses anciens collègues qui connaissaient un peu partout dans l'Europe pour leur dire « est-ce que vous pouvez vous porter caution pour ma fille ?» Et j'ai encore ces emails-là qui disaient « écoute, ici, en Europe, on ne peut pas prendre ce genre d'engagement, c'est très compliqué. » Et mon père m'a appelé un jour, il m'a dit « tu vois ma fille, j'ai vraiment appelé tout le monde, essaye de te débrouiller. Si tu as des problèmes d'argent, tu me dis, mais tu devras te débrouiller là-dessus parce que je ne peux pas t'aider. En tout cas, pas sur ce point-là. » Et donc, il avait un cousin éloigné qui lui a dit « ok, je vais aider ». Il lui a pris de l'argent, ça ne s'est pas bien passé. Et il avait une sœur en Suisse qui a dit « je vais aider », mais elle n'a pas aidé non plus. Elle a pris de l'argent. Donc, très vite, les premières semaines, j'ai compris que tu es un peu livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es livré à toi-même? Beaucoup de jeunes se retrouvent à faire des choses pas catholiques. Donc, déjà, tu restes à l'auberge, l'école commence et tu es dans des chambres où il y a un turnover. Donc, les gens arrivent et pas, tu dois protéger tes affaires. Et moi, j'étais arrivée avec une valise remplie de nourriture africaine et tout a pourri. C'était horrible. Et donc, tu vois, tu es stressé constamment. Donc, dès la première semaine, tu es à l'école sans être concentré. Tu rentres à l'auberge, il faut que tu cherches en même temps le logement et tu te heurtes au marché du logement. J'ai dû littéralement supplier des personnes et j'ai supplié une dame qui proposait une chambre en location dans un appartement de 3 personnes. Et j'ai supplié, je lui ai dit, s'il vous plaît, je vous en supplie, je peux payer 6 mois et tout. Et finalement, elle a accepté. Et une fois que je suis donc installée dans cet appartement-là, je me dis, ok, c'est bon. Ça y est, je peux commencer mon bain. Ma France, je vais devenir française. Et pendant que tu vivais tu faisais face à tous ces défis, est-ce que la famille au pays était au courant, connaissait un peu ta réalité ou la comprenait? Parce que je sais que parfois, ça peut être aussi un défi parce que souvent, en Afrique, on a l'impression que l'Europe, c'est le paradis, l'Occident, le Canada, c'est le paradis. Est-ce qu'eux comprenaient un peu la réalité de ce que tu vivais à ce moment-là? Tout à fait. Ma famille comprenait. Après, la vérité, c'est que moi, déjà, dans un premier temps, dans ma famille, beaucoup de personnes ont déjà voyagé. Mes parents ma maman est malade malheureusement, mais lorsqu'elle travaillait, elle était ingénieure, elle voyageait beaucoup, donc ils ont vraiment connu l'Occident. Mais la vérité, c'est que on peut pas vraiment comprendre cette réalité tant qu'on ne la vit pas exactement. Ma famille a toujours été d'un soutien extraordinaire. Ma sœur, qui est aujourd'hui canadienne, était toujours en train au soutien, en train de soutenir. Mais la vérité, c'est que il faut déjà savoir ce qu'on veut qu'on soutienne en réalité. Lorsqu'on appelle le pays pour dire j'ai besoin d'aide et que l'aide, en fait, quand on n'a pas besoin d'argent du pays et que la famille vous soutient déjà, c'est difficile de leur dire où est-ce qu'ils peuvent vous aider. Et très rapidement, le fait qu'on pleure tous les jours devient un stress pour la famille. Ça fait en sorte que la personne expatriée, de son propre chef, se dit « je vais arrêter d'appeler la famille ». Parce que mon père, quand il est stressé, il ne dort pas. Et il t'appelle, il t'engueule parce qu'il est stressé en te disant « non, mais tu peux faire, tu vois ». Un vrai papa africain. Voilà. Et donc, il veut reprendre le contrôle et ça devient des disputes parce qu'il veut t'expliquer comment faire et tu veux lui dire que ça ne marche pas. Comme ça, oui. Et donc, très rapidement, tu te retrouves en train de te dire, tu sais quoi, vaudrait mieux que je ne leur dise plus. Donc, pendant des années, tu vis des choses très difficiles que tu ne peux pas exprimer parce que parfois, toi-même, tu ne peux pas te l'exprimer. Je pleurais dans des bus sans raison apparente. Et ce que j'ai l'habitude de raconter en live, c'est quelque chose qui m'était arrivé qui était très compliqué. J'étais arrivée à un point où je devais changer de vêtements
à l'extérieur tout le temps. C'est-à-dire que... Quelle raison? Alors, je suis arrivée, et ce que je dis très souvent aux gens dans nos communautés, c'est que la première des choses que les gens perdent, c'est l'identité. Quand j'étais au pays, je jouais au basketball. Je faisais partie des filles populaires, des filles qu'on regarde et tout. Et donc, quand j'arrive, je me dis, bon, la vérité, c'est que je me dis, je vais commencer à plaire peut-être aux Blancs et tout, je vais trouver mes mecs et tout. Par souci de t'intégrer, d'être accepté des autres. Exactement. Mais j'ai jamais eu de problème avec ma personne. C'est-à-dire avec mon apparence, avec mon contact aux personnes. Donc, pour moi, quand j'arrive, je ne pense pas, ce n'est pas un problème, un truc qui va me coincer d'une façon ou d'une autre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai expérimenté une solitude extraordinaire. Et c'était pas juste une solitude sur le plan amoureux, c'est-à-dire dans mon rapport avec les garçons et tout. C'était dans le sens où même parler à quelqu'un, c'est compliqué parce que parler au français, c'était une autre culture, les gens ne t'écoutent pas, tu as ton accent et beaucoup de personnes te disent tout le temps, je comprends pas ce que tu es en train de dire. Et j'expérimentais ça et je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Je me suis dit, ça a quelque chose à voir avec mon apparence. Honnêtement, avec le recul, je peux pas dire à quel moment ça a commencé. Et donc, chaque fois que je sortais habillée d'une certaine façon, je me retrouvais extrêmement mal à l'aise dans mes vêtements. Peut-être, bien en leur ressemblant, peut-être que là, ils seront c'est plus possible. Intéressés à parler avec moi. Exactement. Okay. Et ça fait en sorte que c'était devenu vraiment comme une obsession. Lorsque j'arrivais en fac et que je n'ai pas parlé à personne, souvent je quittais la fac pour partir en centre-ville, pour aller dans un magasin chinois. Bon, j'avais pas les moyens d'acheter dans les grands magasins ou même les magasins H&M et tout. J'allais dans les magasins chinois qui faisaient 5 € le vêtement et tout. Et j'achetais les vêtements, je savais m'habiller, j'avais 25 kilos en moins. Donc, ça passait très bien. Et donc, je rentrais, je me sentais mieux quand j'avais un nouveau vêtement. Mais en fin de journée, je me sentais encore mal. Et dans les périodes où c'était très haut, j'arrivais à me changer 3 fois par jour. Wow. Et à cette époque, je me souviens très, très bien parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est un problème. Parce qu'à cette époque, c'était l'époque où le e-commerce, il y avait 3 Suisses. Je ne sais pas, aujourd'hui, on parle d'Amazon, Asos et tout. Je n'ai pas connu cette époque. Mais à l'époque, voilà, à l'époque, on parlait c'était 3 Suisses. On achetait les vêtements dans des magazines. Okay. Et à l'époque, des gens parlaient beaucoup de ça, des jeunes filles africaines qui achetaient plein de vêtements en ligne dans des magazines ou bien sur Internet, qui se faisaient livrer mais se retrouvaient endettées à cause de ça, parce qu'elles faisaient la fête et tout. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent de Chine. Au Chine, La Redoute. Je ne sais pas si tu as connu La Redoute, ça te dit quelque chose. Peut-être c'est très européen, ça. C'est possible que ce soit plus en Europe. La Redoute, Asos. Asos, oui, je connais. Voilà, ça va plus être ça. Mais Internet n'était pas autant développé à l'époque. Donc, mais moi, c'était le cash, je devais me changer. Et d'où tu sortais les sous? Est-ce que papa finançait cela? Alors, mon père nous a... entre-temps? Non, mon père... Alors, déjà, dans la conférence du 23 août, on va avoir un atelier qui va parler de gestion financière et surendettement. Mon père nous a éduqués, mes frères et moi, dans une gestion financière qui fait en sorte que il mettait beaucoup d'argent à disposition. C'est-à-dire, on faisait des plannings à long terme. On fait toujours 6 mois, 1 an de planning. Ça veut dire que j'avais déjà de l'argent à disposition. Et ce que je faisais, c'est que je tapais dans l'argent que je ne devais pas du tout utiliser en me disant, je vais trouver le travail. Et finalement, voilà, j'avais pas trouvé de travail rapidement. Et trouver encore le travail, c'est une autre histoire. C'est un autre défi, effectivement. Parce que j'ai trouvé un travail où je faisais le ménage dans une salle de mairie. J'étais payée à peine 250 € le mois. Et le malheur en France, c'est que souvent, ils essayent certaines entreprises très malhonnêtes arnaquent les nouveaux arrivants. Et ils ont essayé de faire ça. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient une étudiante en droit. Donc, je leur ai donné vraiment du fil à retordre, mais ça m'a causé beaucoup de stress. Donc, la première année à Nantes, il y avait trop d'adversité. Et la chance, c'est que je venais avec un objectif. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je fais partie vraiment des personnes qui, lorsqu'ils fixent des objectifs, je peux changer d'objectif, mais je dois les atteindre d'abord avant. Et donc,
ce qui faisait en sorte que j'étais très concentrée sur l'école. Très, très concentrée sur l'école. Parce que je suis arrivée à Nantes, mais le but, c'était d'être spécialisée en droit bancaire et financier. Et donc, de quitter Nantes pour aller dans une ville qui faisait cette spécialisation parce que j'étais en master en droit des affaires. Ça fait en sorte que pendant que je vivais tous ces drames à la maison, ça se passe pas bien, les colocs, j'ai eu une MST la première année. Et j'avais pas de rapport. Hein. C'est parce que j'étais avec un colocataire qui était extrêmement... avait une hygiène très, très regrettable. C'est une IST. Nous, on était 2 filles et le garçon, les 2 filles ont eu l'IST. Wow. Et ils m'ont accusé, moi, en disant que je viens d'Afrique. Et j'ai dû montrer mes examens mes examens, tu sais, quand tu demandes le visa, tu dois montrer tes examens. Bref, on faisait un ensemble d'examens. Et il s'est trouvé que lui, il a dû faire ses examens. Il avait une pléthore de MST. Et donc, on s'est retrouvés dans l'appartement. On a dû lui demander de partir. Et donc, tu as toute cette année-là où tu as l'impression que tout arrive en même temps. Et tu es toute seule. Et les amis que tu te fais sont pas nécessairement fiables. L'argent que tu essaies de te faire, on essaie de t'escroquer. Bref, c'était quelque chose qui était extrêmement compliqué à vivre. Wow, tu en as vécu des choses et je pense qu'on pourrait prendre des heures et des heures et tu nous raconterais énormément d'anecdotes similaires. Mais moi, je me demande maintenant à quel moment tu t'en sors et comment tu t'en sors. Où est-ce que tu vas chercher les ressources finalement parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu es une conférencière, tu sensibilises à ce sujet. Je pense qu'avec le temps, tu t'en es sortie. Quel a été le déclic justement pour s'en sortir? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est le déclic, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, en réalité. J'ai l'habitude de dire, j'ai énormément de difficultés souvent avec mon père. On est 2 personnalités différentes, mais c'est quelqu'un qui nous a éduqués avec beaucoup de valeurs. Ma maman est tombée malade, elle souffre de schizophrénie au Cameroun. Elle est tombée malade très tôt dans la vie, mais elle nous a inculqué énormément de valeurs de vie. Les premières valeurs, c'est toujours de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour y arriver. Et donc, quand j'étais au Cameroun, j'ai raté ma 2e année universitaire. J'ai échoué, comme on dit, pour une seule matière. J'étais dans une université où c'était très compliqué. Et donc, ça a été une année où mon père m'a assise et m'a dit, OK, qu'est-ce que tu vas apprendre de ça? Tu as fait la fête en première année parce que j'ai fait la fête. Mes premières années universitaires, c'était les meilleures années de ma vie. J'ai fait la fête et j'assume totalement que cet échec était lié au fait que j'étais plus intéressée par les garçons et le dehors que par l'école, tu vois. Donc, du coup, voilà, mais mon père m'a dit, qu'est-ce que tu apprends? Parce que tu devras apprendre que quand tu échoues, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Et quand tu réussis, ce sera toujours pour toi. Mais tu devras m'acheter ma voiture si tu réussis, mais si tu échoues, c'est ta vie que tu perds. Et donc, je sais pas comment tu comptes te rattraper cette année, c'est ton problème. Moi, je vais financer, mais je vais pas financer des multiples années d'échecs. Mais je te suggère de prendre cette année pour réfléchir sur ce que ce passage-là t'apprend. Et donc, j'étais dans une petite ville de l'ouest du Cameroun et j'ai pris le temps de réfléchir. Et cette année-là, j'ai compris que si tu ne fais pas attention à tes priorités, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des choses heureuses. En 2e année, je crois que j'avais un chagrin de cœur et l'un dans l'autre, ça m'a distrait. Les distractions, c'est horrible. Et ça peut être multiforme. Je peux t'assurer que depuis cette année-là, c'est pas que je n'ai pas connu d'échecs. Faut pas croire, on a toujours des échecs. Mais ma perception des priorités a complètement changé. Ça veut dire... c'est au moment où tu es encore au Cameroun? Quand je suis encore au Cameroun, on est en 2005. Okay. Et donc, quand j'arrive en France, c'est totalement cette expérience-là qui devient pas qui devient, mais qui a toujours été, mais qui vraiment me recentre sur ce qui est important. Parce que je compte pas le nombre de fois où je suis à la bibliothèque en train de pleurer et que les gens me voient et viennent me demander c'est quoi, il y a un problème. Mais je dis, je dois terminer parce que je dois travailler d'une certaine façon. Et j'ai un programme, j'ai des objectifs. Par exemple, la faculté de Nantes où je suis entrée, il n'y avait pas de rattrapage. Et non seulement il n'y a pas de rattrapage, ça m'oblige à réussir cette première session, mais ça m'oblige à réussir avec une mention parce que l'université que je vise a une limite de note minimale, une note minimale pour pouvoir intégrer cette université-là.
Donc, ce que je dis souvent aux personnes, c'est que ce qui permet de tenir, c'est qu'est-ce que tu as fait. Tous les lundis, sur nos réseaux sociaux, on a une série qui s'appelle Lundi Motivation. En début de cette année, l'année dernière, j'ai eu énormément de difficultés. Énormément de difficultés sur le plan physique, personnel, professionnel. Surtout sur le plan physique, j'ai été opérée 3 fois. J'ai eu énormément de challenges à surmonter. Alors, en début de cette année, je me suis dit, je vais lancer une nouvelle série tous les matins. Et donc, tous les lundis matins, avant, je le faisais plutôt le soir, on a une série qui s'appelle Lundi Motivation. Et je dis la même chose à ma communauté. Je m'en fous littéralement si vous êtes motivé ou pas. En fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous avez à faire. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez à faire? Pourquoi vous avez ça à faire? Et vous le faites. C'est pas une question. C'est à partir du moment où tu t'es levé ce matin, tu dis j'ai ça à faire, les assiettes, le coup, je dois me chausser. Donc, de choisir ses priorités. Qu'est-ce que tu veux réellement? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est ça aussi qui a été un peu le moteur de ta réussite et de faire en sorte que tu puisses t'en sortir justement seule en France à ce moment-là. Extrêmement difficile, mais il faut avoir un focus. Si tu ne l'as pas, je peux pas le dire autrement. Jusqu'à présent, ça fait plusieurs années, je n'ai pas de famille au pays. Et pour dire même mon cercle d'amis que j'ai constitué, à plusieurs égards, la vie arrive et on se sépare. J'ai dû recommencer ce cercle-là à plusieurs égards. Mais à chaque phase, on doit toujours savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on traverse. Quel est le why? Quel est le pourquoi et qu'est-ce qu'on est prêt à faire. En fait, on se lève et on le fait, tout simplement. Et si tu devais parler à la Charlotte d'il y a, je crois, 10 ou 15 ans, oui. Et par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, peut-être que j'aurais peut-être moins stressé, mais je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je suis très fière de celle-là. Très, très fière. Parce que ce qui s'est passé avec les âges et avec les événements, c'est que l'adversité m'a cassé à plusieurs égards. Ça m'a cassé, ça m'a beaucoup ramené au point zéro, beaucoup. Mais quelque part, et je reviens très souvent aux valeurs que mon père nous a très souvent inculquées, quelque part, je me suis accrochée à quelque chose peut-être que mon père nous a donné, mes parents, pour me dire peut-être qu'il faut encore recommencer. C'est pas facile du tout. Il y a absolument rien de facile dedans. Et chaque fois, c'est même très difficile d'arriver à toujours recommencer comme ça. C'est extrêmement difficile. C'est pas une vie qu'on aimerait avoir en réalité. Aujourd'hui, si c'est pas à Charlotte, c'est à Dieu que je serai en train de parler. Charlotte, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais Dieu, là, il faut que je lui demande ce qu'il me veut parce que ça peut être compliqué de temps en temps. Mais ouais, alors, à cette époque-là, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est toujours autant difficile. Ce qui me plaît, c'est de constater que le temps passe peut-être, mais la volonté d'avancer dans une certaine direction reste. La volonté de me retrouver quand je me suis perdue reste. Et j'espère que ça va toujours rester. Je l'espère aussi. J'en suis certaine que ça le restera. Et d'ailleurs, ta conférence prochaine du samedi 23 août à Montréal tourne autour de la santé mentale des Africains, des traumas d'enfance. Toi, quel a été le déclic qui t'a dit à ce moment-là où moi, je veux parler de ça, je veux être la voix, je veux aider, je veux porter cette mission-là. C'est quoi le déclic qui t'amène justement à choisir cette voie-là? Alors, c'est ma maman. On est en 2019, je suis avocate, j'ai une belle vie, je viens de me marier, j'ai tout ce que je peux dire que j'ai travaillé et que je mérite dans la vie. Mais la vérité, c'est qu'au fond de moi, je suis complètement malheureuse. Pas par ma vie, mais par le fait que ma maman est malade depuis de très longues années. C'est une situation familiale très complexe parce qu'elle vit à l'époque chez une de ses sœurs dans un état de délabrement total. Chaque fois que je rentre au pays, elle n'est pas dans son état. Elle n'est plus dans son état. Et on n'arrive même pas
à comprendre. Je viens avec de l'argent, les biens, et elle jette en fait. Et donc, en 2019, il y a eu un incident chez sa sœur. Un incident, disons qu'il y a une réparation à faire. Situation familiale complexe. Sa sœur n'a pas voulu faire la réparation. Ça a mis la maman dans une situation de stress énorme. Et sa maladie, elle est vraiment devenue, comme on dit, elle est devenue disorder. C'est-à-dire sa maladie s'est tellement aggravée qu'elle ça a été l'élément déclencheur. Voilà, c'est ça. Non, là, elle était déjà malade, mais ça a créé une situation de stress encore plus intense qui faisait en sorte que la stabilisation qu'elle avait déjà trouvée était complètement compromise. Et moi, j'étais là, en France, et j'ai commencé à remettre en question toute ma vie, en fait. Ce que je pensais être le bonheur, la réussite, pendant que tu as une proche, une maman, ta propre maman, qui est en train de... J'ai l'habitude de dire de faire ses besoins dans un trou. Parce que c'est ça qu'elle avait comme toilette. Les toilettes en Afrique qui sont à l'extérieur d'un trou. Et donc, à l'époque, j'avais plusieurs comptes épargne à l'époque qui avaient de l'argent dedans, dont un qui avait un vrai montant à 5 chiffres qui me permettait, et puis je voulais faire un certain investissement. Et j'ai décidé de le casser pour aller comprendre ce qui arrivait à ma maman. Je me suis pris 6 mois, 1 an. Et avant de partir, on détecte quelque chose chez moi. Je dois éventuellement faire une chirurgie. Je vais voir un chirurgien. Il me dit, bon, je vois l'urgence parce que je me retrouve aussi déjà hyper stressée. Il m'a dit, OK, partez au Cameroun et revenez. Et puis, on verra. Et je pars au Cameroun. Je me dis, OK, je donne tout. J'arrive là-bas avec la prétention de comprendre de quoi il s'agit. Donc, j'ai tout décaissé l'argent, j'arrive, je prends une maison d'un beau quartier, j'aménage avec les pauvres trucs, vraiment le luxe un peu partout, enfin luxe, et la qualité, et avec ma prétention de benguiste, je me dis, elle va quitter de là-bas, arriver, elle va voir que tout se passe bien. Tu parles. En 6 mois, j'ai tout dépensé. Ma maman n'a jamais bougé de chez sa sœur. J'ai rencontré une psychiatre extraordinaire, le docteur Djanjo Mireille. Elle m'a accompagnée à chacune des phases. Et ça, c'est au Cameroun? C'est au Cameroun toujours. Et donc, la psychiatre, à un moment donné, au bout de 6 mois, me dit, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Avec maman? Avec maman. Qu'en fait, je comprends que vous avez mal, mais si on y réfléchit bien, elle va bien physiquement. Elle a certes un trouble mental, mais elle va bien, elle est stabilisée depuis 10 ans. Là, c'est vous qui êtes en train de tomber déjà dans la maladie. Okay. C'était un vendredi quand elle me dit ça. On est en début 2020. On commence déjà à parler de la pandémie. Et je suis encore au Cameroun. Et donc, je rentre. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime pas quand on me dit que mes objectifs, je ne vais pas les atteindre. Ça m'embête. Donc, le vendredi, je suis en larmes, je suis complètement éclatée. Et je pars le week-end avec mon frère, mon père, on va faire autre chose, on va au village et tout. Et quand je reviens, le lundi ou le mardi suivant, je dis à la psychiatre, on y retourne. Jusqu'à ce que je parte, on y retourne. Et la fois on y retourne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma maman décide de nous suivre à l'hôpital. Pour la première fois. C'était 22 ans, on se retrouve à l'hôpital avec ma maman et la psychiatre qui est enceinte en phase terminale de grossesse. Et on fait les examens à ma maman. Et pour la première fois, je vois ma maman qui n'est pas désordre. Elle ne parle plus à ses voix. Okay. Elle est presque effrayée. Et je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment est-ce qu'elle fait? Pourquoi quand on est chez elle, là où elle parle? Pourquoi là, elle ne parle pas? Et s'ensuit un ensemble de choses que je commence à travailler avec la psychiatre, je travaille avec la maman et on commence à faire les premiers soins. Seulement, je dois rentrer parce que la pandémie, on doit nous enfermer, on doit faire le confinement. On est en 2020, on doit faire le confinement. Et quand je pars, ma maman est déjà stabilisée. Il y a certaines hallucinations qu'elle n'a plus. Et elle commence déjà à émettre des choses, des idées claires. Et elle dit ce qui est en train de lui arriver, c'est-à-dire c'est pour la première fois en plusieurs années que ça arrive. Et dès que j'arrive en 2020 en France, j'ai tout revendu. L'appartement que j'avais pris parce qu'elle n'avait jamais intégré, les biens que j'avais achetés, j'ai tout revendu. Mais dès que j'arrive en France, on nous enferme. 1 mois plus tard, mon frère m'appelle et dit, maman a appelé. Elle a dit qu'elle veut qu'on vienne la récupérer.
J'avais tout revendu, réinvesti tout l'argent dans des choses de mon père, de mon frère, des entreprises au pays, des investissements au pays. J'ai dû redécaisser à peu près 5 000 euros en pleine pandémie. Parce qu'en la sortant, on a pris un Airbnb à Yaoundé. Donc, on a dû demander à une dame de réouvrir son appartement Airbnb en plein Covid. Ça nous a coûté une blinde, près d'1 million le mois. Pour que ma maman et mon frère s'installent là-bas urgemment. Parce que ma mère commençait à faire des crises en disant « Je veux sortir, je veux aller retrouver mes enfants, je veux aller retrouver mes enfants. » Et moi, pendant ce temps, je suis confinée. Je me sens complètement impuissante. Et je fais une dépression très sévère. Donc, je suis au coin de la maison, je pleure, j'ai envie de sortir, de marcher jusqu'au Cameroun, j'ai envie de faire. Et donc, j'appelle la psychiatre depuis le Cameroun en lui disant, je ne peux pas. C'est maintenant, quand je suis partie, que les choses sont en train de se dérouler. Et le plan n'avait jamais été que mon jeune frère, c'est le dernier né, que mon jeune frère s'occupe de la maman. En fait, tu vois, quand tu as les petits derniers, on les prend toujours pour des enfants. Les bébés. Et voilà. Et donc, il se retrouve avec elle. Et ça fait 5 ans qu'il est avec elle maintenant. Il ne l'a jamais quittée. Et en 2020, finalement, la psychiatre réussit à travailler avec moi très à distance, à me canaliser beaucoup et à me faire comprendre qu'il faut que je lâche prise. Il faut que j'accepte que j'ai fait ma part du travail et que peut-être qu'il est temps que j'accepte que c'est un travail d'équipe et que je laisse chacun grandir dans ce cheminement ensemble. Et mon petit frère, il a extrêmement grandi grâce à ça. Et honnêtement, il est le plus responsable d'entre nous tous. Nous sommes 4. Wow. Je suis la 3e et le dernier. Aujourd'hui, il est le plus responsable de nous tous. C'est vrai, je le dis vraiment totalement. Et donc, en 2020, 6 mois après, il a réussi à stabiliser la situation. Il a fait 2 mois dans le Airbnb. Ça nous a coûté vraiment très cher. Mais il a réussi à trouver derrière un appartement qu'il occupe toujours avec la maman. Il est marié, il a des enfants. Et sa femme aussi a été très compréhensive jusqu'à présent. Franchement, ils font un travail extraordinaire depuis 5 ans. Et donc, tout ça arrive et j'ai un trop d'informations. Donc, je me retrouve là en 2020 avec trop de choses. J'ai trop compris, j'ai trop fait, j'ai trop entendu, j'ai trop vu, j'ai trop fait. Donc là, la surcharge mentale. Exactement. Et moi, je me dis, je dois faire quelque chose de ça. Et dans le 10 octobre 2020, je prends ma caméra, je dis, OK, je vais arrêter d'overthink l'histoire et je fais une vidéo sur les réseaux sociaux. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée. Wow. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. C'est tellement génial et puissant de t'entendre parler, surtout de ta maman, parce que souvent dans tes lives, tu parles beaucoup d'elle. Et pour avoir déjà suivi un peu son histoire, qui elle était avant la maladie, je pense que ça serait aussi intéressant que tu puisses nous en parler si ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. Maman, elle était quelqu'un et puis elle a pris beaucoup de charges sur ses épaules. Elle était un peu la source principale de revenus pour la famille. Donc, je te laisse... OK. C'est mon sujet de prédilection parce que Afro-Mental, c'est ma mère. C'est quelque chose que je fais pour ma maman. Alors, ma maman, elle est née d'une famille polygamique. Ses parents étaient des pauvres du village et elle était très intelligente. Elle est née à une époque où le Cameroun, c'était la méritocratie. C'est-à-dire que tu pouvais être pauvre, mais l'État offrait des bourses pour les méritants. C'est-à-dire, on a dit, tu as 15 de moyenne, tu as 20 000, tu as 20 de moyenne, tu as 40 000. Il y avait vraiment des cases. Et ma maman a donc réussi, grâce à son intelligence, à sa sagesse, à se hisser donc dans la société grâce à ce que le Cameroun offrait. Et donc, elle a offert à ses parents une vie plus confortable. Ils sont quittés du village vers la ville. Très rapidement, à 16 ans, elle avait déjà des bourses, elle payait tout dans la maison. Mon grand-père s'est marié, trois enfants, 3 femmes, pléthore d'enfants. Et ma maman les a tous pris en charge. Donc, c'est une femme indépendante des féministes des années 90. Elle savait déjà comment parler de la femme, comment est-ce qu'elle voulait. Elle voyait ses filles, nous sommes 2 filles, 2 garçons. Et les garçons n'ont pas été privilégiés non plus. Donc, elle s'est assurée qu'on ait un équilibre dans la société. Elle était féministe, elle voyait déjà ça venir. Mais elle nous disait qu'il faut avoir des valeurs de mariage, des valeurs personnelles. Alors qu'elle s'est mariée avec un aîné de famille aussi. Le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée malheureusement mal mariée et dans une mauvaise famille. Mais elle ne savait pas. Donc, je pense que mes parents se sont aimés en fac.
C'était deux intellectuels les plus intelligents de leur branche. Ils faisaient la même branche agriculture. Ils se sont aimés. Mais le malheur de ma maman, c'est que mon père venait d'une femme villageoise. Et je ne dis pas ça pour insulter ma grand-mère, mais c'était les femmes du village à l'époque qui épousaient des hommes qui travaillaient. Donc, mon grand-père était un monsieur aisé qui était douanier à l'époque. Mais elles étaient très malheureuses parce qu'elles ne correspondaient pas au statut social des maris qu'elles épousaient. Donc, mon grand-père, monsieur douanier, qui avait de l'argent, qui connaissait les femmes aussi d'un statut, était marié à une villageoise qui ne parlait même pas français. Et il la délaissait, il la trompait, et elle ne pouvait que rester avec ses enfants, ses fils. Et elle a beaucoup été présente dans les mariages de ses fils. Et ma mère a beaucoup casqué parce qu'elle n'aimait pas les femmes intellectuelles. Et ma maman était intellectuelle, tout en connaissant sa place, parce qu'elle nous disait, on n'est pas intellectuel pour détruire son foyer. On est intellectuel pour se hisser dans la vie et pour comprendre sa condition et la décider. Dans la société. Oui. Exactement. Et donc, ma maman connaissait sa position et disait, voici mes limites et tout. Le problème, c'est que lorsque vous avez ce genre de maman, en tant que fils, c'est-à-dire mon père, c'est quelqu'un qui veut satisfaire sa mère. On appelle ça aujourd'hui les garçons princesses. Fils à maman. Voilà, fils à maman. Mais ce que je fais comprendre aux gens, c'est que on prend des enfants traumatisés et on leur colle une étiquette péjorative aujourd'hui. Parce que beaucoup d'hommes qu'on appelle garçons princesses, fils à maman, sont des enfants, sont des hommes qui sont en manque affectif, qui ont porté parfois des émotions de femmes de leur maman et voient qui ont vécu énormément de chantage émotionnel de leur maman qui disait « Si tu ne laisses pas cette fille, je t'aime plus. Si tu fais pas ce que je te demande, je t'aime plus. » Et ça a vraiment été le cas. Donc, c'est des hommes en manque d'amour. Exactement. Et qui veulent plaire. Et beaucoup de gens sont dans cette condition aujourd'hui. Avec une maman qui avait de l'amour parental conditionnel à une position sociale. Et beaucoup de personnes détruisent leur vie à cause de ça aujourd'hui. Et ma maman s'est retrouvée au milieu de ça. Et nous, les enfants, je peux t'assurer que je peux passer toute la journée à t'expliquer comment tu te retrouves en tant qu'enfant à 4 ans. C'est pas évident. Non, c'est pas que c'est pas évident, c'est que tu subis des maltraitances sérieuses et sévères d'une famille qui n'aime pas ta mère et du coup qui n'aime pas les enfants. Donc à 4 ans, j'ai des expériences qui remontent à aussi loin que 4 ans, 5 ans, qui sont extrêmement tragiques. Et la maman, c'est vers elle qu'on se tourne pour se plaindre. Et elle est partageante de plusieurs feux. Elle est responsable d'une famille, donc c'est pas sa famille qui peut la sortir de là concrètement. Et elle veut être elle est mariée, donc à cette époque, on a des responsabilités. Comment faire de tout ça? Elle nous a littéralement fait sortir du foyer. C'est-à-dire, elle nous a littéralement kidnappés du foyer, on pourra dire ça comme ça, pour sortir de là. Parce que je pense qu'elle n'a pas eu le courage de faire face à son mari, de faire face à cette vie. Au divorce. Parce qu'elle était trop responsable dans sa vie pour demander de l'aide, je pense. Parce qui pouvait l'aider, vraiment. Autour d'elle, il y avait des meilleurs amis qui avaient son même niveau social, mais qui, je pense, n'étaient pas plus renseignés qu'elle. Et donc, quand elle finit par sortir de son mariage en fuyant littéralement, elle part dans sa famille. Le problème, c'est qu'elle pense qu'elle est dans une famille qui l'aime. Mais elle ne savait pas. Dans sa famille polygame, parce qu'il y a dans sa famille polygame, tout le monde la respecte ou semble la respecter parce que c'est elle qui est la pourvoyeuse de tout. Mais il y a énormément de rancœur envers elle, énormément de malveillance. Et ce qui se passe, c'est que elle retourne donc dans sa famille. Nous aussi, en tant qu'enfants, on se dit, on est bien là, on a tonton X, tata tel. Et ma maman, à un moment donné, se dit, je vais faire un PhD en Allemagne, son deuxième PhD, son doctorat. Et elle nous demande, elle nous assoit, nous sommes 4 frères et sœurs, elle nous assoit et elle dit, choisissez, il faut un oncle et une tante qui restent avec vous quand je ne serai pas là parce qu'il faut une figure paternelle, une figure masculine et féminine. Nous avons choisi nos propres bourreaux. Parce que ce qui s'est passé à son absence, c'est tragique. Catastrophique. C'est tragique. On ne fait pas ça à des enfants. On ne fait pas ça à des enfants de sa sœur. On ne fait pas ça, c'est tout. Et donc, elle est partie en Allemagne. À une époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone. Elle et ses 4 enfants. Elle est partie se chercher. Elle est revenue avec tout le manteau.
Mais ça a mis de très longues années pour qu'on s'en rende compte. Très, très, très longues années. Et nous, on est resté avec sa famille qui nous a maltraités, mais à un point, c'est horrible ce qu'on a vécu, vraiment très horrible. Mon jeune frère avait à peine 6 ans, j'avais à peine 10 ans, 11 ans. Et chaque fois, elle nous envoyait des lettres, elle appelait. Et on était menacés en disant, si tu dis ce qui ne va pas, si tu dis ce qui ne va pas, et continue à envoyer l'argent pensant que ça venait sur ses enfants. Et donc, quand elle a développé des troubles là-bas, on l'a expatriée ici. Elle était déjà très désordre. Mais elle était entre la réalité et la maladie déjà. Personne ne comprenait. Même moi, j'étais déjà en fac quand elle est revenue. Donc, le temps est passé très vite. J'avais beaucoup de colère parce que après ce qu'on avait vécu, je me disais, c'est à cause d'elle, elle ne nous aimait pas. On était déjà partis avec notre père, c'est une très longue histoire. Et donc, elle est revenue, elle était très désordre. Elle voulait changer ma façon de m'habiller. Elle disait des choses, vous préférez les autres. Elle disait des choses, mais elle était devenue très incohérente et très agressive. Et je me disais qu'elle était aigrie. Et je t'assure, je me disais qu'elle était très aigrie. Et qu'elle détestait notre tante parce que c'est elle qui a été mère pour nous. Et je n'arrêtais pas de lui dire, c'est pas sa faute si elle était mère quand toi, tu n'étais pas là. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai vraiment fait une très grosse dépression quand je suis allée la soigner. Parce que quand j'ai compris que je m'en prenais à elle quand elle était malade et qu'elle m'exprimait des choses qui, in fine, s'étaient avérées être vraies, c'est-à-dire cette tante-là, des choses qu'elle lui avait faites, on lui refusait ça. Et donc, quand ma maman est revenue, tu peux imaginer, tu n'as plus rien. Ta famille t'a demandé des millions pendant des années quand tu étais en Allemagne. Tu as envoyé ces millions pensant qu'ils t'achetaient des terrains. Il n'y a plus rien. Tu as laissé des comptes en banque de tes enfants. Il n'y a rien. Tu viens de trouver tes enfants. Déjà, ils sont avec leur père. Et puis, à quoi ils ressemblent? Ma maman est rentrée. Elle n'avait plus rien du tout. Plus de famille en qui avoir confiance. Plus de mariage, plus d'enfants. Elle a pété un câble. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle sombre. Elle avait déjà commencé. Je pense qu'elle avait commencé en Allemagne, mais c'était sous le poids de toutes les responsabilités, toute cette vie, mais sans s'en rendre compte. Mais quand elle est rentrée, se rendre compte que les maisons qu'on avait achetées, elle a pété un câble. Elle a vraiment sombré. Et pour te dire, quand elle était dans ses phases les plus délirantes, elle n'arrêtait pas de dire, je vais chercher mes maisons. Et on l'a retrouvée en train d'errer dans des quartiers où ses frères lui avaient dit qu'ils avaient acheté des maisons. Elle allait dans des chantiers où il y avait des personnes qui étaient en train de travailler, de construire une maison, et elle faisait des crises en disant, c'est ma maison, tu vois. Elle a eu un très gros délit, une très grosse phase d'hallucination tournée autour de ses maisons, de ses propriétés, de ses avoirs. Parce qu'elle avait tellement travaillé, tellement aidé des personnes qu'elle avait préparé un avenir. Mais tout le monde lui avait tout pris, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis Afro m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment pour ma maman. Parce que l'histoire, bien sûr, on n'a pas le temps de raconter tout. Et dans mes lives, je reviens souvent sur pas mal de détails. Mais c'est pour que personne ne lui a jamais fait justice. Personne ne lui a jamais dit on t'a fait du mal. C'est l'aîné d'une famille. Et beaucoup d'aînés de famille sont en train de souffrir aujourd'hui. C'est un narratif très courant dans les communautés noires, si je peux dire ça comme ça, mais souvent aussi lorsque c'est un aîné de la famille. Exactement. Et ils se retrouvent lésés, mais à un point, et personne ne leur dit même et ne leur accorde même le droit à la souffrance, le droit à la plainte. Et ma maman, elle a beaucoup souffert. Et au début, quand je parlais, beaucoup de personnes qui lui ont fait du mal rigolaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils appelaient mon père. Mon père m'envoyait souvent des messages et tout. Et j'ai dit à mon père, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Parce que tôt ou tard, ils finiront par entendre l'histoire, ce qu'ils ont fait à ma mère. Aujourd'hui, ils n'aiment pas beaucoup que je parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, après avoir dit longtemps que non, elle a peut-être trompé, elle a peut-être fait X, elle a peut-être fait Y, on remet un peu les choses en ordre. Donc, sous ta casquette de consultante en santé mentale, justement, j'imagine que c'est quelque chose que tu vois assez dans nos communautés. Qu'est-ce que tu recommandes et conseilles aux personnes qui vivent avec un proche qui souffre de troubles mentaux? La première des choses, et c'est la plus difficile, c'est d'abord d'accepter ce qui est en train d'arriver. Parce que ce qui est en train d'arriver, on ne le perçoit pas comme ça, mais c'est un de vos proches qui est tombé de plusieurs étages et qui s'est brisé en 1000 morceaux. Et ce qui se passe lorsque quelqu'un se brise autant, c'est que vous ne savez pas ce qu'elle vous aurait. Ce
Ce que je dis souvent aux familles, c'est ayez toujours en tête l'image que... Posez-vous toujours la question de savoir si c'est que mon proche était dans une voiture et qu'on lui amputait la jambe. Est-ce que je serais en train de chercher sa jambe ou je serais en train d'essayer de l'aider à être un handicapé heureux, quelqu'un qui manque d'un membre? Pourquoi? Parce que la première des choses que les gens cherchent, c'est la vie d'avant. Ça veut dire que c'est une grande sœur, c'est une maman, comme dans mon cas, c'est un petit-fils et qui avait un avenir, qui avait une vie, un travail. Et on se dit, Charlotte, s'il te plaît, il y a des médicaments, mais depuis, ça ne va pas. Et je te prends juste un cas le plus récent, nous sommes lundi, c'était mardi de la semaine dernière. Une jeune fille du pseudo Médo vient sur notre live et dit, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des médicaments et qu'on ne guérit pas? Je lui dis, on arrête d'abord de chercher la guérison. On accepte la situation. On accepte d'abord la situation. Et je lui ai demandé, on parle de quoi en plus? La schizophrénie. C'est une maladie chronique. C'est à vie. À vie, ça veut dire que c'est toute une vie. Et je suis consciente que c'est très long d'être malade à vie. Mais vous devez accepter qu'on peut être malade à vie et qu'on peut être très bien heureux en ayant quelqu'un de malade à vie. La deuxième des choses que vous devrez accepter, c'est que la personne, suivant l'exemple que j'ai donné, peut ne plus être la même. Il y a une phase où la personne, vous devrez apprendre déjà à découvrir qui elle est devenue après la maladie. Parce qu'il y a un avant, un pendant et un après la maladie. Il n'existe pas de troubles mentaux qui arrivent et qui laissent la personne indemne just like that. C'est pas les maux de tête. C'est très souvent des personnes qui ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, qui doivent comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, qui doivent retourner dans une vie peut-être qu'ils avaient avant, un mariage, un travail et tout, qui commencent à stresser parce qu'ils ne savent pas si c'est que ça va se reproduire, parce qu'ils ont peur d'y retourner. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas du tout à comprendre ce qui leur est arrivé. Et donc, la famille, elle a vécu aussi ce stress, mais de l'extérieur, certes, mais c'est un vrai stress aussi des familles, c'est vrai. Mais je dis aux familles, vous êtes les mieux placés pour être dans les deux mondes. Et c'est vous qui devez accepter. Et parfois, quand vous les avez acceptés, ils s'acceptent mieux. C'est totalement ce qui s'est passé dans ma famille avec 2 personnes schizophrènes, y compris ma maman. Une fois qu'on a accepté, donc, on a accepté la maladie, on a accepté les suites de la maladie, on injecte beaucoup d'amour. L'amour, c'est, oh, en veux-tu, en voilà. Tu es fou, on est fou à 2. Tu entends des personnes, dis-leur d'entrer dans la pièce, mais dis-leur qu'ils se taisent parce qu'ils n'ont pas le droit de parole. Ici, il y a des règles. Toujours sur l'exemple de la dame qui est venue, ça m'a fait rire, mais la dame qui est venue en live mardi dernier, elle dit oui, mais ma sœur, elle voit des morts, des gens qui sont morts. J'ai dit, c'est tant mieux, il faut leur demander à quoi ressemble l'au-delà. Combien de personnes ont la chance d'avoir des morts? Elle dit oui, mais dans l'au-delà, elle dit qu'ils sont real estate, des agents immobiliers. Wow. J'ai dit que, mais ça veut dire qu'on peut être riche dans l'au-delà. Demande-leur de nous prendre une maison là-bas. Tu leur demandes le nom de la rue, le nom du quartier. Elle me dit, vous n'êtes pas sérieux. Je dis que, hey, si tu as les fantômes chez toi, tu leur dis de partir comment? Non, dis-leur de s'asseoir. Ça se trouve, on a un endroit où on peut investir. Comme ça, on ignore. Elle me dit que... Et on était 200 personnes connectées et tout le monde dit, mais Charles... J'ai dit, mais moi, ma maman, elle a les phases d'hallucination, elle est à Yaoundé, elle est au Vatican. Pour elle, elle est toujours au Vatican. Donc, c'est pour ça que chaque fois dans mes lives, je dis, j'ai le Vatican à Yaoundé. Donc, quand moi, je l'appelle, là, je lui ai dit, je viens en conférence à Montréal. Elle me dit, moi aussi, j'ai mes conférences. Je lui ai dit, non, c'est ma conférence d'abord qui est prioritaire. Et dans ces conférences, elle parle avec Dieu ou avec le pape. Je lui ai dit, OK, demande à Dieu maintenant, là, que tout le monde achète les billets à ma conférence. Parce que sinon, là, j'ouvre mon litige. Et ça se met, on discute comment tu ouvres le litige avec Dieu et tout. L'idée, ce n'est pas de rejeter. Mais de l'accepter et l'apprivoiser. C'est la vérité. C'est leur réalité. C'est vraiment génial. Et je vais devoir te couper parce qu'on doit chuter. Oui. Mais je voulais te demander, avant de chuter, justement, quels sont les premiers signes qui peuvent justement nous aider à déceler que okay, peut-être que ce proche à moi souffre de quelque chose, comment, et à partir de là, tranquillement accepter cette réalité. Donc, c'est quoi les premiers signes, les symptômes? Alors, la première des choses que je dis aux personnes, c'est soyez à l'écoute de tout comportement qui semble anormal.
Parce que la vérité, c'est que les premiers signes vont souvent correspondre à quelque chose de normal. On est dans la communauté africaine, par exemple. Je vais vous donner un cas qui s'est passé, plusieurs cas même dans ce cas que j'ai rencontré. Souvent, vous avez des malades qui viennent vous dire « J'ai l'impression que ma copine, elle n'est pas sérieuse. Elle me fait des choses. Ma copine là, que tu connais là, ma meilleure amie là, elle me fait des choses. Je pense qu'elle veut d'ailleurs me basser. » Elle va pas dire ça comme ça, mais elle va dire quelque chose où on va se dire, si elle est en train, elle a les postes, elle augmente dans la vie, Charlotte organise ses conférences, Charlotte tout d'un coup dit que sa copine là est en train de lui faire des choses. Tu as raison, le mauvais œil c'est vrai. Et tu sais, c'est souvent tes amis qui viennent faire. Ça commence doucement. Vous partez très souvent, c'est comme ça. La personne va venir vous dire, Dieu m'a dit. On est dans une famille religieuse où on a l'habitude de ces thèmes. Dieu a demandé d'arrêter, Dieu a demandé de dire. Et la personne accentue. Vous avez fait parfois 6 mois, 1 an dans ça, jusqu'à ce que tu te rends compte que, tu sais, on prie, mais toi, t'as pas là, ce n'est plus normal. Dieu m'a dit d'arrêter, arrêtez tout, arrêtez le travail, arrêtez tout. Le malaise, c'est que dans certaines familles, on suit. Parce que la spiritualité, la foi occupe une grande place. Occupe une grande partie. Est-ce qu'elle a sa place justement dans des cas comme ça? Elle a totalement la spiritualité a totalement sa place. Parce que les troubles mentaux dépassent même la médecine. Maintenant, ce n'est pas que je ne dis pas aux gens aller vers le spirituel. Je dis croyez en quelque chose. En 2022, je suis allée en Côte d'Ivoire faire des missions en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et j'ai un professionnel, le professeur de la Fosse, qui est le pionnier, un des pionniers, une tête de la psychiatrie en Côte d'Ivoire, qui a dit ceci. Quand il travaille avec des personnes, si tu ne crois en rien, il ne travaille pas avec toi. Parce qu'il sait qu'il y a un moment où tu ne vas plus l'écouter. Oui. Mais il devra faire en sorte que tu crois en quelque chose. Donc, les premiers signes, c'est déjà ce que vous devez observer vos proches. Et lorsque c'est anormal, vous devez déjà alerter très rapidement, mais surtout, vous renseignez déjà. Parce que très souvent, lorsqu'on voit déjà les premiers signes, c'est souvent déjà trop tard. Trop tard, c'est quoi? C'est qu'on entre dans la phase de la maladie où le malade n'est pas conscient qu'il est malade. Ça veut dire que souvent, tu vas arriver, tu vas dire, tu es déjà bizarre, tu te coupes les mains, comme malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui ont des proches comme ça. Tu te coupes, faut arrêter de parler comme ça. Mais la personne ne peut pas arrêter. Parce qu'il y a une phase de la maladie qui vient avec l'inconscience de la maladie. C'est aux proches de savoir comment les amener. Et il y a beaucoup d'autres premiers signes, bien sûr, qu'on doit écouter quand les proches parlent de mal-être. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que les gens ne viennent pas dire « je vais mal ». Des personnes peuvent arriver et te dire « tu sais, je me souviens d'une époque où j'étais dans telle situation. Ça me donne une impression bizarre. » Et souvent, les gens me brush it off. Like, ouais, tu sais, nous tous, on a été dans ça. Vraiment, il faut tenir. Et la personne se rend compte qu'elle ne peut pas parler ici. Ouais. Et garde pour elle. OK. Et puis, bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais te laisser. Oui. Je vais garder le punch pour le 23 août. Je pense que tu vas partager beaucoup plus de signes, d'astuces pour les familles, justement. Et je pense que c'est ça, justement, la pertinence de participer à cette conférence. Et cette conférence tourne autour de comment réussir au Canada sans s'effondrer. Ça m'amène à te poser la question en terminant. Qu'y a-t-il de particulier au Canada avec les Africains expatriés par rapport à peut-être en Afrique? Alors, tu poses la question à plusieurs milliards de dollars. Parce que même le gouvernement canadien essaie d'y répondre. Et moi, j'ai un proche au Canada qui a développé les troubles mentaux. Donc, pour moi, c'est une vraie grosse question. Le Canada, de mes recherches, je pense que je vais toujours continuer à le faire. La première des choses, c'est d'abord la distance. Ce que je pense aussi, c'est que culturellement, en tant qu'Africain, on n'est vraiment pas du tout connecté parce qu'on ne se rend pas compte jusqu'à quel point on est très emprunt de la culture coloniale des Européens. Ça fait en sorte que quand on va chez les Blancs européens, on est déconnecté, certes, mais on a encore des codes culturels qu'on peut retrouver chez les Blancs européens. Mais lorsqu'on entre dans la culture canadienne qui est on parle le français mais c'est pas le même, les mentalités c'est pas les mêmes, ce sont des personnes qui se sont conçues autour de leur propre société, influencées par les États-Unis mais pas du tout par une Afrique qui est culturellement aussi différente.
la façon de manger et la distance avec le pays. On ne mesure pas jusqu'à quel point en Afrique, on est beaucoup ensemble. Et là, communauté. Voilà. Ouais. Et là, c'est comme arracher brutalement quelqu'un de... L'individualisme règne beaucoup. Exactement. En Occident, mais au Canada, de ce que je peux témoigner de ma propre vie, c'est vrai que l'individualisme règne beaucoup par rapport à la vie en Afrique. Exactement. Et c'est horrible avec le froid. Donc, dès les premières années, tout à l'heure, je t'ai dit qu'est-ce qui m'a tout de suite frappé quand moi j'étais en Occident, en Europe, en France. Mais ici, c'est encore plus accentué. Le froid où tu ne peux même pas sortir, moins 50, moins 30, c'est assassin. Entre ça, entre la distance, mais je suis venue ici, j'ai fait à peine 1 mois en 2017, j'ai cru que je pétais un câble. Parce qu'il est 13h ici, mais les personnes à qui tu es connecté, chez eux, il est 20h ou bien il est 7h, on n'est jamais présent. Ouais. Tu dois recommencer une vie. Et on ne mesure pas, c'est-à-dire, nous les Africains, c'est pour ça que je bavarde beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Parce qu'ils sont certains que moi, Africain, en Afrique et tout, ce que je dis toujours aux gens, c'est ceci. En fait, vivre chez nous, c'est un peu comme si tu avais un poignard dans le dos. En général, les médecins disent de ne pas enlever l'objet tranchant pour éviter l'hémorragie. Alors, nous sommes nombreux à marcher avec des couteaux poignardés. N'importe quelle nature, des traumas familiaux, des humiliations. Beaucoup de femmes dans nos communautés ont été agressées sexuellement, des abandons. Et on ne se rend pas compte que le fait qu'on ait le bas d'à côté, la copine, la voisine, on peut même parler au motoboy, le gars qui fait la moto et te prend, on ne se rend pas compte qu'il est en train de faire en sorte que la pression, l'hémorragie reste. Et puis on dit, tu sais quoi, ça m'énerve. Je ne me retrouve pas. Allez, laisse-moi partir chez les Blancs. Parce que là-bas, je trouve mon blanc et tout, et tout, et tout. Dès que tu entres dans l'avion, on dit, OK, chat. Tu gicles dans tous les sens. J'ai une maman qui m'écrit là, elle me dit, ma fille, j'ai toujours été amie avec ma fille aînée depuis qu'elle est arrivée au Canada. Elle m'insulte, elle me dit que j'ai détruit sa vie et tout. Wow. On n'a pas eu le temps de discuter avec cette maman. Je lui ai dit, je suis ici, là, j'ai vraiment pas le temps de travailler. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que on ne mesure pas tout ce qui est compressé quand on est en Afrique. Parce que quand on est ensemble, parfois, je vois Chia au coin de la rue, je vois ma copine, on a tous les mêmes réalités. Et finalement, on se dit, on va aller boire ensemble, va aller dormir ensemble, on va avoir la même façon de parler. Mais dès qu'on arrive là-bas, chez eux, c'est comme si notre vie, c'est comme si tout nous venait comme ça, tout d'un coup dans les yeux. Comment il m'a fait, c'est comme si on se rend compte qu'on portait ça en nous. Et ce qui nous étonne, c'est un mélange de choses. Ça vient, on veut éteindre encore, mais ça revient. On veut encore étouffer. Et après, on se demande, mais ça vient d'où? C'était parti, j'ai surmonté. Pourquoi ça fait comme ça vient d'arriver? Et on en veut à la terre entière. Et on regarde les blancs au moins ils font, les blancs au moins ils ne font pas. On commence à se comparer. Et donc, en fonction, en plus de l'adversité que tu trouves sur place, au Canada, la distance, la façon de parler, le froid. D'où la raison pourquoi tu préfères ta France. Ah non, la France, je peux te dire que j'ai essayé de quitter, mais il m'appelle, tu que viens. Alors, de rien. Alors, je vais terminer en te demandant, est-ce qu'un retour sur le continent pourrait être une solution? Alors, les Africains sont des personnes du monde. Et il est temps que dans nos communautés, on arrête avec ce verbe « rentrer ». C'est très péjoratif, même pour nous-mêmes, à croire qu'on ne peut pas se développer et parler des difficultés de se développer dehors. Ça nous contraint à être sur le continent. Nous sommes des personnes du monde comme tout le monde. Ça veut dire que comme tout le monde, il y aura ceux qui vont rester sur le continent. Pas rester statiques et ne sortent pas. Ils auront vocation justement à se développer, à sortir, mais à rester ancrés. Et il y a ceux qui partiront, visiteront, travailleront. Tu fais Bogota TV pour la communauté congolaise depuis le Canada. Les Congolais te suivent en France, en Espagne, en Allemagne. On fait partie du monde. Et tu peux être au Canada et dire, je parle pour les Congolais, mais je ne rentre pas m'installer au Congo. Je vais m'installer au Nigeria. Ou bien je vais m'installer, je ne sais pas trop, en Allemagne.
mais ça ne veut pas dire que ça m'enlève mon africanéité. Donc, l'expression « rentrer en Afrique », je trouve que c'est très péjoratif et on se dit ça trop entre nous. Et surtout, on se le dit quand on veut se dire que « ouais, tu te plains trop, rentre alors tester ». Moi, aujourd'hui, je suis entre l'Europe et l'Afrique et j'ai très hâte de pouvoir voyager encore plus en Afrique. Et ça fait en sorte que quand on voit plusieurs mondes et qu'on comprend le monde, on se comprend mieux soi-même. On sait qui on est, on sait où on veut partir, on sait ce qu'on veut pas. Moi, par exemple, je veux qu'on se modernise, mais je veux pas qu'on ressemble aux Blancs. C'est pour ça que sur ma plateforme, je dis chacun s'occupe de ses affaires. Et l'histoire de dire, je prends une distance avec ma famille. Il y a des familles de qui tu ne devrais pas être distant, mais si tu le fais parce que ta copine française le fait, ils ont fait leur évolution. Et pour faire leur évolution, ils ont dû voyager. Ils ont dû aller chez nous, voir comment on se lave, voir comment on cultive, voir comment on mange. Et aujourd'hui, il y a des choses dans beaucoup de cultures occidentales qui se sont appropriées, mais ça vient de chez nous. C'est à nous aussi d'avoir maintenant l'esprit d'être des citoyens du monde parce qu'on a du temps de retard. Et lorsque des frères comme moi, comme toi, prennent du temps, prennent de leurs compétences pour dire « faites attention, ce sont des trous que vous allez rencontrer quand vous allez être des citoyens du monde », au lieu de se dire « toi, tu rentres quand ? Si c'est dur, pourquoi tu ne restes pas, pourquoi tu pars ?» On se dit « ok, merci d'avoir partagé avec moi ton expérience et je pense que ça va nous enrichir tous. » Wow. Effectivement. Merci beaucoup, Charlotte. En terminant, j'aimerais que tu nous donnes un peu un avant-goût. Qu'est-ce qui nous attend ce 23 août à ta conférence à Montréal? Si tu peux dire un peu plus d'informations à nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Chia, déjà pour ton invitation. Et merci beaucoup, Chia, pour ton invitation. Bokota TV, c'est extraordinaire ce que tu fais pour la communauté congolaise. Et c'est un honneur de venir discuter ici. Le 23 août, c'est un moment de partage parce que non seulement c'est une expérience personnelle, de voir un proche arriver avec une résidence canadienne, avoir du travail, avoir de l'argent, avoir tout, mais fini en psychiatrie, mais aussi un ensemble de clients que j'ai aujourd'hui, d'abonnés, une vraie communauté canadienne que j'ai réussi à créer au fil du temps. Alors le 23 août, c'est pour se rencontrer, pour parler des difficultés qu'on a. Et j'ai pu déjà identifier pas mal de secteurs, dans la finance par exemple, les gens qui n'arrivent pas à gérer la finance, l'argent accessible qu'on a au Canada, c'est bien, mais ça détruit beaucoup dans nos communautés. On a également les relations avec les familles, des personnes qui aujourd'hui ne savent pas comment se comporter avec les familles restées là-bas ou les familles ici, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y a énormément de difficultés là-dessus. Ensuite, derrière, on a aussi le rapport à soi. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? J'ai beaucoup de personnes qui sont venues faire des études et une fois qu'ils ont découvert la réalité canadienne, ils ont voulu faire autre chose. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués en se disant, est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai réussi? On a le passé aussi avec lequel on a voyagé. On a les regrets. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces vies qui vient sur le papier comme étant une vie de rêve avec des opportunités, mais qui nous détruit parfois si profondément qu'on ne peut pas le dire parce que les gens nous regardent, nous envient. Tu es belle, tu as ta radio, tu as tout. Mais quand tu vas t'asseoir et dire, je t'assure, j'y réfléchis encore. Est-ce que c'est ça la réussite? Et les gens vont te dire, oh, tais-toi, franchement, c'est moi, je te dis pour moi. Tu vois un peu? Donc, nous, on va réfléchir en disant, vous pouvez avoir réalisé belles choses, mais au fond, vous posez des questions et voir même être à un point où vous ne comprenez plus du tout ce que ça veut dire réussir pour vous. Et malheureusement, quand on arrive à cette étape, beaucoup chutent. Mais là, on va commencer à se poser les bonnes questions et s'apporter les bonnes réponses aussi dessus. Merci beaucoup. Et on aura des réponses ce samedi 23 août à Montréal. Tous les détails se trouvent dans la barre de description. Encore merci énormément, Charlotte, d'avoir accepté cette invitation, pour ton ouverture, pour ta transparence. Franchement, c'est un honneur pour moi de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci. À vous, nos chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous invite à nous joindre dans les commentaires avec vos expériences, vos témoignages, vos mots. Ça nous fera plaisir de vous lire. Surtout, laissez-nous un pouce bleu. Partagez cette vidéo autour de vous parce que je pense que ça peut guérir plus d'une personne. Ça peut servir à plus d'une personne dans votre entourage. Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. C'était Chia pour Bokota TV. Ciao.
Bogota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bogotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous.